Les midis de culture. Marie Laborie. Publié en 2022, son essai « Rester barbare » a fait date. Elle y pourfondait le concept d'intégration imposé aux populations issues de l'immigration postcoloniale. Essayiste, journaliste, militante décoloniale, elle collabore aux médias Parole d'honneur et au QG décolonial et ne cesse de questionner notre société occidentale dans ses valeurs autoproclamées. Avec la grande méthode, elle fait une incursion dans la littérature et l'intime, celle d'une famille française originaire d'Algérie, confrontée à la mort du père et au rapatriement de son corps à Blida. Mais évidemment, ce voyage sera aussi un chemin qui dépassera le deuil d'un homme. On va en parler avec elle. Louisa Yousfi est dans les midis aujourd'hui. Bonjour Louisa Yousfi. Bonjour. Et bienvenue dans les midis de culture. Avant de parler de ce livre, La Grande Méthode, une question d'actualité, si vous êtes d'accord, sur les attaques américaines et israéliennes qui font la une là, en Iran et au Liban. Quel est votre regard sur cette escalade ? Eh bien, mon regard, je le déploie, je crois, aussi dans le livre. C'est-à-dire que je considère que nous vivons un moment de grand basculement qui correspond à une espèce de grand hiver qui s'annonce pour nous. Alors, quand je dis pour nous, c'est à la fois les descendants de l'immigration, mais c'est aussi ceux qui appartiennent aux populations du Sud. Je crois que là, on a un grand retour de l'impérialisme occidental, américain, sous sa forme la plus brutale. La plus insensée, et qu'on s'annonce devant nous quelque chose, oui, comme d'une grande confrontation, d'un grand hiver qu'il va falloir affronter, et que je pense qu'il va falloir aussi être à la hauteur à notre endroit. Il va falloir être à la hauteur des enjeux de notre temps, et donc se mobiliser pour contrer ce retour de ce type d'impérialisme, et notamment pour contrer des stratégies belliqueuses de nos propres pays, qui sont des pays impérialistes, et notamment le pays, même en France. Oui, Ouais. j'entends bien. Et donc, comment faire aujourd'hui, quand cette question, elle se pose à chacun d'entre nous ? Eh ben, d'abord, je crois qu'il y a des forces déjà organisées dans ce pays qui visent à établir des fronts anti-guerre, et qu'il faut absolument les rejoindre. Je crois aussi qu'il y a des forces, notamment sur le plan parlementaire. Par exemple, je pense à la France insoumise, qui aujourd'hui est la cible de toutes les attaques, notamment à cause du fait que c'est la seule force qui peut constituer de manière un peu crédible une digue contre le basculement vers le fascisme, parce que le basculement vers le fascisme, est aussi corrélé avec la stratégie belliqueuse à l'extérieur des frontières nationales. Donc je pense qu'il faut pouvoir renforcer absolument cette digue antifasciste en France. C'est bien entendu. Et effectivement, ce sont des thèmes abordés au sein de ce livre, à l'intérieur de ce livre, qui tissent énormément de fils, qui tissent énormément de voix, de registres, d'écriture. Mais il y a la trame de base, on va dire, qui est celle de la mort d'un père, je l'ai dit, mort en France, et dont le corps est rapatrié par sa famille sur sa terre natale, l'Algérie. Cette mort est évidemment un bouleversement intime pour la famille, pour ses enfants, mais aussi métaphysique, politique. On va bien sûr développer tout ça, Louisa Yousfi, mais d'abord, le premier chapitre que vous avez choisi de placer à cet endroit-là, qui se présente comme un dialogue entre un sage et son élève, une dialectique même, et qui soulève cette question, celle du prénom que l'on donne à un enfant. Et le sage dit, c'est là l'affaire la plus importante qui nous soit confiée. En quoi c'est l'affaire la plus importante qui nous soit confiée aujourd'hui, ou qui vous soit confiée, Louisa Yousfi ? Je pense que c'est effectivement un moment très important, notamment pour les descendants de l'immigration en France, donc qui sont en prise à des questions qui sont liées à leur identité, qui sont liées aussi à des questions de loyauté imposées aussi par les politiques qui sont menées aujourd'hui, qui consistent à soit nous intégrer, soit nous exclure, mais nous intégrer sous conditions, etc. Je crois que le point de départ de cette interrogation a été que je me suis rendu compte qu'en France, il y avait une loi qui dit qu'il ne faut pas... on ne peut pas donner un prénom à son enfant qui contrevienne aux intérêts de l'enfant. Et donc, je me suis interrogée sur ce que c'était que les intérêts de l'enfant. Et je pense que quand on est descendant de l'immigration, on a deux façons d'interpréter les intérêts d'un enfant qu'on fait naître dans ce pays-là. Soit on considère que pour défendre ses intérêts, il faut lui donner un prénom, qui soit pas directement, disons, intégrationniste, c'est-à-dire qui renvoie pas directement à ses origines,
qui soit un prénom que je qualifierais moi de diplomatique, un prénom assez un peu lisse, qui sonne pas trop Trop arabe, en fait. trop arabe, trop musulman, Ouais. trop pas Mohamed quoi. Ouais. Il faut lui donner un prénom sonorité plus facilement acceptable, plus respectable. Et que ça c'est son intérêt, puisque son intérêt c'est de s'intégrer dans ce pays-là, qui par ailleurs est un pays encore une fois au relent raciste, islamophobe, etc. Et que donc c'est ses intérêts directs, objectifs et matériels. Moi j'oppose à cette interprétation de l'intérêt de l'enfant, une autre interprétation de l'intérêt de l'enfant qui me semble être au contraire, il faut que cet enfant soit réaffilié dans son histoire et dans sa personnalité historique, puisque c'est ça qui va lui donner les armes d'affronter un pays qui se durcit de plus en plus à l'endroit de nos populations, à l'endroit des descendants de l'immigration. Et donc, lui donner un prénom, au contraire, qui le rattache à son histoire, à l'Algérie, à l'islam, à ce qui, appartient à son monde, à son monde perdu, c'est en fait le mettre sous la protection, sous une protection supérieure. Ouais. C'est lui donner une force supérieure qui va l'accompagner tout le long de sa vie. Et en même temps, en donnant ce prénom-là, ça va lui demander à cet enfant de faire ce chemin vers cette protection supérieure dont vous parlez, ses racines, les racines de sa famille. Ça demande une démarche très active. Ah oui, absolument, parce que en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, c'est plus ou moins ce que j'essayais de donner comme récit dans le premier livre, Rester barbare, c'était, je donnais à voir à quel point on a été acculturé en fait. On a été acculturé, sécularisé, on n'a plus nos langues. En vérité, pour certains d'entre nous, on parle plus la langue de nos propres parents. En fait, il nous reste très peu de choses de nos cultures d'origine, et en même temps, paradoxalement, de ce très peu de choses, en fait, on a l'impression que c'est nos derniers trésors et que c'est à cet endroit-là que se joue quelque chose de très important, de très intime, qui est de l'ordre de notre vérité fondamentale, ce qui fonde. Et ces petits restes, ces lambeaux qui nous restent, nous obligent aussi à bricoler quelque chose. Ouais. Puisqu'il ne s'agit pas de retrouver une espèce d'authenticité perdue, puisque de toute façon, elle est perdue, et puis il y a pas, en fait, on ne l'a jamais vraiment connue, en fait, cette authenticité, elle n'a jamais vraiment existé. Et je pense que l'une des spécificités des descendants de l'immigration, c'est d'être précisément un peuple, inexact, inauthentique, qui a à recréer comme ça une identité, à recréer une éthique, un monde, à partir de ce qui nous reste, à partir de lambeaux, de vestiges. Et donc, effectivement, c'est un travail. Ça nous met au travail. Et surtout, ça fait, du coup, de ce que nous sommes, quelque chose en devenir. Voilà. C'est donc une évolution. C'est pas qu'une perpétuation. Ah non, c'est absolument, oui, c'est que du coup, il s'agit en fait d'être en mouvement, absolument, d'être en mouvement pour réactiver quelque chose, pas simplement être dans la pure mémoire ou la pure commémoration d'un temps perdu. Je pense qu'il y a quelque chose qui aujourd'hui est notre tâche à nous, qui est spécifique à notre présent et qui nous oblige effectivement à être en tension, à se voir réactiver tout un tas de choses, tout un tas de questions. Pour la question du rapatriement, moi je sais que j'ai eu cette idée aussi, notamment au contact d'une phrase que j'ai croisée sous la plume d'un auteur. Je crois que c'est Pablo Neruda, je ne suis pas sûre, mais je le dis quand même. Cette phrase que j'ai gardée en tête, il disait nous appartenons à un pays à partir du moment, non pas où on y fait naître nos enfants, mais à partir du moment où on y enterre nos morts. Et à l'endroit des descendants d'immigration, je pense que cette phrase, elle prend une toute autre couleur, lumière, parce que nous, nos morts, de manière assez majoritaire, comme ça, on les enterre, nos parents, on les enterre dans leur pays d'origine. C'est vraiment la tendance majoritaire. Et donc, qu'est-ce que ça raconte de nous, de notre lien d'appartenance à ce pays-là, à la France, mais aussi à l'Algérie, puisque c'est pas un pays, à l'Algérie où ça pourrait être le Maroc, bref, les pays d'origine. C'est des pays qui sont à la fois, étrangers, c'est-à-dire qu'on les connaît assez peu. C'est des pays dans lesquels on va de moins en moins. Et en même temps, c'est des pays qui constituent des espèces de mythologie intime, intérieure, auxquelles on tient absolument. Et donc voilà, j'ai voulu en fait montrer ce moment-là, du rapatriement,
fait remonter à la surface quoi tous les nœuds qu'on appellerait identitaires, mais moi que j'appellerais plutôt qui sont liés à des questions de ce que nous sommes, de la mémoire, etc. Et ça fait ça remue un tas de choses et ça nous oblige à réactiver. Mmh. Alors ça commence par les démarches qui sont, compliquées puisque vous allez au consulat. Avant ça, je voulais juste vous poser une question, quelle est la part, autobiographique dans ce récit, Louisa Yousfi, pour savoir où on en est Elle est en très fait? forte. Elle est très forte, voilà, c'est votre c'est histoire. c'est mon histoire. Voilà. Oui, ouais. Donc ça commence par le consulat d'Algérie, qui est bon, voilà, compliqué administrativement, mais qui est représenté comme quasiment une porte mythologique, hein. On a un Cerbère qui dit, le Cerbère dit: «Je suis la gardienne d'un pacte» et Oui. elle est très dure avec vous. Et quel est le pacte dont elle parle? Alors, cette scène du consulat, c'est une scène qui est importante parce qu'il faut savoir que, alors en plus, c'est le consulat algérien. Entre nous, les descendants d'immigration algérienne, c'est presque une blague entre Ouais. nous, c'est presque un gimmick. Le moment où on va au consulat algérien, c'est comme si on pénétrait dans le triangle des Bermudes et on se dit bon courage, salut. Enfin, il y a quelque chose un peu d'épique déjà d'y aller. Parce que effectivement, on a toujours le sentiment à la fois d'être dans un truc un peu kafkaïen où il faut se retrouver avec il y a plein de démarches improbables avant d'obtenir ce sésame qui est le passeport biométrique pour retourner dans ce pays-là. Mais il y a aussi souvent les retours d'expérience, c'est le sentiment d'être malmené un peu Voilà. par l'administration diplomatique, l'administration algérienne à notre endroit-là. Et moi, ça, jusqu'ici, c'est des choses dont on riait plutôt, voilà. Et je me suis dit, non, mais en fait, il y a une vérité, il y a une dignité aussi dans cette façon de nous malmener. Il y a quelque chose qui est vrai et qui est... c'est pour ça que j'ai fait de la dame du consulat, effectivement, une forme de Cerbère, quoi, de grande gardienne de temple, en fait. Hein. C'est la gardienne d'un temple, d'une frontière, qui consiste à dire, en fait, ça peut pas être aussi simple que ça. Vous pouvez pas revenir comme ça... dans ce temple-là, en Algérie, en ayant les pleins droits, tout en ayant, en fait, comment dire, oublié un certain nombre d'engagements Mmh. vis-à-vis de ce que de notre histoire. Et donc, c'est un moment où on se prend un peu des claques, mais je pense que c'est des claques qui font du bien, qui nous renvoient aussi à tous nos renoncements en tant que descendants de l'immigration, la famille qu'on a oubliée, même le rapport simplement, le rapport à l'Algérie qui est aussi un rapport de résistance en fait au colonialisme, au racisme et de se dire bon en fait il y a des choses qui sont contenues là-bas qu'on a laissé Mmh. mourir Mmh. d'une certaine manière. Et donc moi je voulais donner raison en fait. Je me suis dit en fait je veux prendre le point de vue de ces gens-là et leur donner raison quand ils nous disent qu'on est devenus, bon je le dis comme ça, des sous-merdes occidentales, mais c'est Oui, il y a des des sous- ingrats, des des ingrats. ingrats, on les a oubliés et puis on est là, on fait les malins en France, on fait comme si c'est nous qui avons tout réussi. On a pris tous les droits sans les devoirs, quoi. Ouais, Il y a quelque ouais. chose de cet ordre-là. Et on est là, on est dans l'affirmation de nous, sans que cette affirmation, elle soit véritablement accolée à un rapport authentique Mmh. à ces pays-là. Je veux dire, on est en France, on n'arrête pas de dire vive on est algérien, on a nos drapeaux, on est content de sortir le drapeau algérien à toute occasion. Ok, très bien, mais ça suffit. Je veux dire, si c'est pas adossé à une véritable, un rapport authentique à ça, une véritable démarche vis-à-vis de ces pays-là. Bon, je comprends que ce pays-là se dise attendez, ça va pas se passer comme ça. Vous Mmh. croyez, voilà. Mmh. Et donc je voulais que en fait, à chaque étape de ce parcours, de cette traversée, qui est une traversée assez, simple en fait. C'est 1 heure de vol, c'est pas grand-chose. Bon le consulat, c'est des choses un peu administratives qu'on sous-traite par ailleurs. Tout est un peu sous-traité. Je voulais que cette histoire-là, que j'aurais pu raconter sous le plan de la pure factualité, linéarité, je voulais qu'on puisse voir en fait qu'à l'intérieur se cachait une espèce de grande épopée. Ouais. En fait, c'est une grande chose qui se passe à chaque fois. Ce sont des grands moments. Le consulat, en fait, c'est un moment où on arrive face à une frontière sacrée. Le moment où on traverse la Méditerranée, c'est ok, c'est qu'1 heure. Mais la Méditerranée, c'est quoi? C'est pas juste une mer. La Méditerranée, c'est un cimetière marin. Il y a des milliers de morts au fond
de cette mer et ces milliers de morts, par ailleurs, parfois, sont notre propre famille, en fait. Et ça, on ne peut pas le raconter comme ça, d'un revers de main, genre j'ai pris l'avion, je suis arrivée à Alger, et puis voilà. Mais non, en fait, il se passe ça. En fait, c'est une manière aussi de se rendre réceptif à des vérités qui sont d'un autre ordre, quoi, que les simples faits, quoi, et d'essayer de se ressaisir de ce grand récit qui se cache, en fait, dans des espèces de trajectoires ordinaires, quoi, de traversées un peu ordinaires. Louisa Yousfi, vous avez abordé justement cette histoire d'avion, cette traversée si courte. Vous avez accepté de nous lire un passage de la grande méthode, et c'est ce moment où la famille a embarqué dans l'avion en direction d'Alger. On vous écoute, Louisa Yousfi. Mesdames et messieurs, chers passagers, bonjour et bienvenue à bord du vol Air Algérie AH 1021 à destination d'Alger. Je suis Hajar, votre chef de cabine, accompagné de Hanan, Safia et Redouane, qui seront vos hôtesses et stewards pour ce vol. Nous vous prions de bien vouloir ranger vos bagages dans les coffres supérieurs ou sous le siège devant vous. Pour votre confort et celui des autres passagers, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et que le cercueil dans la soute où se trouve le corps de votre père est scellé de manière à empêcher sa décomposition grâce à des méthodes islamiquement légales et hautement recommandées, le tout afin de garantir des funérailles de bonne qualité. Veuillez croire que nous nous concentrons tous nos efforts pour que ce voyage n'entame en rien l'authenticité de votre deuil. Pendant le décollage, nous vous demandons d'attacher votre ceinture, de redresser votre siège ainsi que votre menton. En cas de relâchement, un masque tombera automatiquement devant votre visage. Tirez dessus, placez-le sur votre nez et votre bouche avant d'aider les autres à préserver leur pudeur. Si vous estimez qu'il reste quelque chose à sauver, sachez que votre gilet de sauvetage se trouve sous votre siège. Pour l'enfiler, passez votre tête dans l'encolure et attachez les sangles autour de votre taille. Ne le gonflez qu'à la sortie de l'avion en tirant sur les cordons rouges. Nous vous rappelons également qu'en cas de sanglots intempestifs, l'usage d'appareils électroniques et notamment des réseaux sociaux est parfaitement superflu. Notre temps de vol est estimé à 1 heure, ce qui représente une durée dérisoire au regard du gouffre que nous traversons. À ce titre, nous vous recommandons de contempler dès à présent la vue imprenable sur la Méditerranée et de profiter des vertus de votre accablement. Soyez réceptifs aux propriétés invisibles de ce monde. Appréciez les carnations réelles de cet immense cimetière marin. Rouge sang, vert pourriture, noir mort. Si vous ressentez un quelconque malaise, laissez-nous vous rappeler que cet avion est conçu pour voler au-dessus de toutes sortes de pesanteurs, notamment celles liées à la réalité politique et géopolitique des territoires concernés. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur la perte de votre père, en la considérant pour le moment dans la perspective de votre petit drame personnel. Pour toute demande officielle, veuillez presser le bouton placé au-dessus de votre siège. Notre équipe fera son possible pour répondre à vos besoins physiques, mais plus encore, grâce à une technologie de pointe, intelligente et configurable, à vos besoins métaphysiques. Merci Louisa Yousfi. La grande méthode, c'est le titre de votre récit, votre livre qui vient de paraître aux éditions de La Fabrique. Et d'abord une question sur le registre. Là, on l'a entendu, le ton de ce chapitre. Il y a énormément d'humour, et un humour noir peut-être, mais il y en a, et qu'on retrouve d'ailleurs après un peu plus tard dans le récit. Et je me demandais justement quelle place tient l'humour dans cette grande méthode. L'humour, non, effectivement, ça tient une place importante. Parce que l'humour, c'est un moyen aussi, comment dire, de prendre un peu du recul sur cette entreprise qui est la mienne, qui consiste à essayer de ressacrer l'aventure des descendants de l'immigration. C'est ma manière à moi de gérer ça, de dealer ça, parce qu'effectivement, quand on se met à vouloir rebâtir comme ça des grands récits, on peut tomber effectivement dans ce travers, qui consiste à rejouer un peu le grand écrivain, enfin la grande littérature, et puis peut-être même rejouer une espèce d'esprit de sérieux qui tendrait à figer une réalité, figer une pensée. Tandis que l'humour, je pense que justement, c'est ce qui vient toujours un peu remettre tout ça en mouvement, le bousculer, dire c'est toujours un peu plus compliqué que ça, quoi. Moi-même, en vérité, j'ai un rapport ambigu
à mes propres, voilà, c'est à mes propres convictions, revendications, etc. Je sais que je veux dire, c'est des choses qui sont en vie, qui sont en train de se construire. Et du coup, voilà, je suis, comment dire, tissée de contradictions. Je pense que c'est la réalité collective de toute enfin, de ma condition, quoi. Je veux dire, en fait, on est pétri de contradictions et on essaie de dealer avec ça. Et en fait, ça donne lieu quand même à des choses qui sont absurdes parfois, à des histoires, voilà, à des moments absurdes, à des moments où on peut en rire, quoi. Et puis c'est un livre quand même qui donne beaucoup de place à l'Algérie. Et oui. Et je pense que l'Algérie, c'est un pays, que je le dis d'ailleurs, c'est un peuple qui est capable d'une très grande dérision, Oui. autodérision. Je pense, les Algériens, on l'appelle le bled Mickey. On dit bled Mickey pour dire vraiment, il y a des choses qui se passent là-bas qui pourraient pas se passer ailleurs, qui sont tellement absurdes et drôles. Voilà, c'est un trait caractéristique aussi de notre histoire, en fait, d'avoir voilà, cette manière de prendre du recul aussi sur quelque chose qui est douloureux, parce que c'est une histoire douloureuse. Bien sûr. Pas seulement la question du deuil et du rapatriement, mais aussi ce que ça raconte quand même, c'est qu'est-ce qu'on fait d'un héritage, pour le coup, là, qui est un héritage invisible, un héritage secret même, qui a été morcelé, qui a été fragmenté par l'histoire coloniale. Donc c'est quelque chose aussi c'est à la fois une tragédie, mais de cette tragédie, comme moi, je veux toujours écrire en puissance, c'est-à-dire je ne peux pas me permettre de penser que les choses sont terminées. Et ben, il faut essayer de redonner comme ça de la vie à l'intérieur et réinsuffler oui, une espèce de courage. Et donc oui, l'humour, ça fait partie de nos traits, quoi, d'un trait caractéristique aussi. Oui, on l'entend avec le chauffeur de taxi aussi, Oui. qui vous amène à Blida. On va écouter, Louisa Yousfi, si vous êtes d'accord, un extrait d'un entretien qui date de 1976. C'est Aimé Césaire. S'il y a quelque chose que je dois au peuple martiniquais, c'est bien cela, n'est-ce pas? Ce peuple, au fond, quand on regarde bien les choses, parfois je suis un peu irrité par les défauts que je découvre à mon propre peuple, etc. Je suis tenté d'être sévère, mais parfois aussi je suis émerveillé. J'aime dire, enfin, c'est quand même extraordinaire que, au fond, c'est un miracle extraordinaire que ce peuple qui a subi cette chose épouvantable qui s'appelle la traite des Noirs, et dont je ressens les secousses jusqu'au tréfonds de moi-même, ce peuple qui a été déporté, et ce peuple qui a été parqué, ce peuple qui a été en camp de concentration, ce peuple qui a été opprimé comme on ne peut pas l'être, et à qui on a pris sa langue, et à qui on a pris son nom, à qui on a pris sa religion. Mais comment ce peuple, malgré cela, a pu survivre à une si infernale odyssée? C'est quand même prodigieux, cela. C'est ça que j'appelle une leçon quand même de courage, une leçon de volonté. Et je suis frappé par l'extraordinaire vitalité des peuples antillais, quels qu'ils soient. En somme, pour toi, ils forgent leur destin. Ils forgent le destin, ils se frayent un chemin dans la boue de l'histoire. Et c'est un peuple qui refuse de mourir, c'est extraordinaire. Aimé Césaire, c'était sur France Culture en janvier 76. Il dit son émerveillement face à la résistance, à la vitalité du peuple antillais. Est-ce que vous avez, vous, le même émerveillement, ou est-ce qu'il est matiné d'inquiétude vis-à-vis à la fois, finalement, de l'Algérie ou des peuples du Maghreb et des descendants post-coloniaux en France ou dans les pays occidentaux? Je pense que j'ai un émerveillement à l'endroit de ce que j'appelle effectivement la transmission secrète de ce qui nous reste. Parce que je pense qu'effectivement, nos parents ont déployé comme ça des stratégies de transmission qui ont échappé, qui ont échappé au radar, disons, de l'intégration républicaine, de l'assimilation, parce que c'est une transmission qui s'est faite sous surveillance dans un pays extrêmement hostile. C'est une transmission à la fois je veux dire, de la langue, du rapport au monde, etc., mais aussi de la foi. Je veux dire, la foi musulmane aujourd'hui, je veux dire, ça nous a fait quelque chose. L'islamophobie a produit quelque chose aussi dans notre propre rapport à la foi, une forme à la fois d'aliénation. On a pu perdre la foi aussi à cet endroit-là. Je veux dire, ça a détruit quelque chose. Ça a touché quelque chose. Parfois, ça l'a même au contraire ravivé. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est joué. Donc moi, je suis fascinée par toute la ruse, en fait, effectivement, des stratégies de survie d'un peuple face à ce qui lui est fait. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Je pense que c'est ça qui innerve aussi mon énergie, ma volonté d'écrire. Et effectivement, comme vous dites, cet émerveillement, il est aussi matiné d'inquiétude, parce que j'ai écrit effectivement sous l'effet d'une grande inquiétude qui est,
comment dire, enfin, je le résume ainsi que winter is coming, quoi. Ouais. On a le sentiment voilà, que le grand hiver arrive. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus. Cette inquiétude, elle est. Moi, je comprends. Je vois bien que, par exemple, mes parents. En fait, il faut avoir en tête que la colonisation, c'est mes parents. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas. Parce qu'on a l'impression qu'on en a, on ressasse un passé lointain, genre, mais arrêtez, allez de l'avant. Mais en fait, non. Enfin, je veux dire, je parle de mon père et de ma mère. Mon père et ma mère ont été des indigènes, en fait. C'était considéré comme des sous-hommes, en fait. Hein. Donc, c'est juste mon père et ma mère. C'est juste là. C'était hier, en fait, tout simplement. Donc, nous, on est les enfants de ces gens-là. On est les enfants de ces gens-là. Ça ne peut pas ne pas avoir d'effet sur qui nous sommes. On le sait. Et en plus, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui revient. Une violence comme ça, qui va revenir à notre endroit à nous. Sauf que moi, j'ai le sentiment que nos parents, à la limite, eux, ils étaient beaucoup plus ancrés dans ce qu'ils étaient. Donc, ils avaient... comment dire, des armes qui sont liées à leur dignité. C'était voilà, des Arabes qui parlent la langue arabe, c'était des musulmans pas authentiques entre guillemets, quoi, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais qui avaient quelque chose comme ça, d'un véritable ancrage dans leur identité, dans ce qu'ils étaient, etc. Moi, il me semble que nous, en revanche, si on a à être exposé comme ça à une nouvelle vague de grandes violences racistes, on est beaucoup plus affaiblis. Parce qu'on nous a aussi enlevé de ces choses, on nous a dépossédés d'un certain nombre de lambeaux, ce que j'appelle les lambeaux d'identité. Et du coup, on se retrouve un peu démunis. Et je crois que la grande méthode, et puis le moment dans lequel on vit, et puis c'est aussi ce que produit, je pense, le mouvement décolonial, c'est un moment où on essaie de se préparer à ça, et donc de rassembler d'essayer de rassembler, de faire un espèce d'inventaire de tout ce qui nous reste, quoi, de tout ce qu'on a, de toutes nos armes, à tous les endroits, à la fois politiques, historiques, etc., mais aussi spirituellement, aussi en termes de grands récits, parce qu'on a besoin de grands récits aussi pour tenir, pour traverser l'hiver, quoi. Donc, c'est comme si on faisait des provisions. Voilà. Et il nous faut des provisions pour tenir à ce moment-là. Et donc, on a un moment comme ça, effectivement, d'inquiétude, et en même temps, il faut se réaffilier pour pouvoir, se revendiquer de la force de nos aînés, de nos ancêtres, parce qu'on est les héritiers, effectivement, d'une histoire douloureuse, mais aussi d'une histoire de la résistance. Les pays dont nous sommes originaires ont résisté et ont gagné, en fait. Merci beaucoup. On est obligé de s'arrêter là. Louisa Yousfi, on aurait pu continuer bien longtemps. Je dis un dernier mot sur la couverture qui est très belle. C'est une toile de Ryan Yasmine, jeune peintre, tout jeune peintre. Il faut aller voir ce qu'il fait. Palestinien, ouais. Voilà. La grande méthode a paru aux éditions La Fabrique. Vous serez demain à Montreuil, à la librairie à la Marge, le 5 mars à Toulouse, je vous préviens, à la librairie Terra Nova. Et nous, ça nous a donné envie d'écouter un titre que vous citez. Je vais mal le prononcer. Fine Gadi Bia Kuya, c'est ça, de Nas El Giwan. يا من هو باز في الخاز ويا من هو في الروج على الكندرة ونشر جناحه يا من هو باز في الخاز ويا من هو في الروج على الكندرة ونشر جناحه يا من هو تليس يا من هو تليس عطا ظهره والتغراز عمرني مريت الغزال تمشي بالمهماز فراخ الخيل عادوا سراحه عمرني مريت النخلات عطي حب الغاز. Les midis de culture, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mathia Chinsov et Margot Chaboch. Merci à toute l'équipe. Aïssa Toundoy, Boris Pinault, Jules Barbier, Lise Ripoche, Zora Vignier, Mars Sauvassi. À la réalisation, Laurence Malonda avec Nicolas Leroulet à la technique.